Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Si on parlait, vous donne la parole chaque jour à 19h15, 20h15 et à 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de l'association des sommets pour rebondir, qui permet aux femmes faisant face à un cancer de pratiquer la montagne, de l'événement Grimpe Rose, un contest d'escalade ouvert à tous pour la bonne cause, et d'un musée virtuel créé par une artiste grenobloise pour exposer ses œuvres réalisées à partir d'une peinture qui s'écaille. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Si on parlait. Avec nous, Julia H. Bonjour Julia. Bonjour Thibaut. Artiste peintre grenobloise qui aime quand la peinture s'écaille. Vous êtes venue avec vos outils de travail. Vous en parlerez dans quelques minutes. Vous développez une technique inédite qui nous permet d'avoir des œuvres qui ornent aujourd'hui notre plateau. En face de vous, Émilie Langarde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Émilie, monitrice d'escalade. À l'initiative de Grimpe Rose, un événement ouvert à tous qui se déroulera au début du mois d'octobre, en partenariat avec l'association des sommets pour rebondir, représentée sur ce plateau par sa présidente, Karine Sefkou. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue aussi. Merci. Des sommets pour rebondir, c'est une association qui a été créée à Grenoble il y a une petite dizaine d'années par Véronique Mady, qui en a été la première présidente. C'est quoi l'objectif de cette association ? Alors, l'objectif est vraiment de proposer à des femmes qui ont eu à faire face à un cancer de pouvoir retrouver du lien social avec d'autres femmes et surtout de pouvoir faire du sport de montagne dans un encadrement très professionnel puisque nous sommes en partenariat avec le bureau des guides de Grenoble. Vous organisez des sorties, parfois même en haute montagne, d'alpinisme, avec des femmes qui, j'imagine, ont vaincu la maladie ou sont en train de la combattre. C'est ça, exactement. Donc souvent, voilà, en fonction de l'état de fatigue, peut-être que pendant les traitements, c'est souvent plus compliqué. Et encore, il y a parfois des femmes qui, pendant leur traitement, ont l'énergie entre deux séances de venir aux sorties. Mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt des femmes qui, après la maladie, ont besoin de retrouver de l'énergie, d'aller retrouver d'autres femmes qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, ont eu le même parcours et pouvoir adoucir un petit peu ce moment de l'après, qui n'est pas toujours évident à gérer. Là, on voit des images sur un glacier en Italie, au Mont Rose. Vous proposez toute la palette des activités montagne ou c'est simplement axé sur l'alpinisme et l'escalade ? Non, pas que. Non, on essaye justement que les sorties soient très variées autour de la montagne. Donc au fil des saisons, on va proposer du ski de fond, du skating, des sorties en randonnée en raquette, du ski de rando nordique, des randonnées qui peuvent être en automne, au printemps, en été, du canyon. Et puis de la spéléo avec un autre, pas le bureau des guides, pardon, avec le SGCAF, voilà, qui est aussi partenaire de l'association. On voit que un grand panel. C'est quand même sportive, même si j'imagine ça se déroule de façon très conviviale. On voit quelques photos d'ailleurs que vous nous avez offertes de vos différentes sorties. On se lâche parfois sur les lacs de montagne. L'alpinisme, l'escalade, même la randonnée, ça peut être très sportif. Quand on est malade, qu'on sort d'un lourd traitement, c'est pas incompatible de marier les deux ? Eh bien, justement, non. Au contraire, souvent, quand on est extrêmement fatigué, le meilleur remède est pour le bien-être psychique et pour le bien-être physique, c'est d'aller faire du sport. Plus on se sent fatigué, et mieux on se sentira mieux on se sent quand on va faire du sport.
Je crois qu'Émilie partage cet avis. Vous avez travaillé, vous d'ailleurs, dans le milieu médical en lien avec les malades du cancer. Oui. Et sport, santé, ça va de pair. Oui, exactement. Je travaillais en radiothérapie où on croise souvent les patientes qui ont le cancer du sein, forcément. Ça touche une femme sur 8, donc il y a quand même beaucoup de monde qui est touché. Et du coup, les médecins, ils préconisent souvent de faire du sport quand ils le peuvent, bien sûr, parce qu'il faut une prescription médicale pour ça. Enfin, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Et du coup, le sport, il a vraiment des bienfaits. Il faut bouger, en fait, quand on est atteint d'un cancer, quand on le peut, bien sûr. Ouais. J'ai vu que certaines mutuelles allaient même jusqu'à rembourser parfois des séances de sport. C'est ça, oui. Il y a un dispositif, en fait, du gouvernement qui est le sport sur ordonnance, qui est peu connu, en fait, au final, en France. Donc, c'est pour ça qu'on est là et qu'on essaie de montrer que ça existe. Et pour l'instant, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale, mais certaines mutuelles, elles prennent en charge des remboursements de séances sportives, ouais, c'est ça. Émilie évoque le cancer du sein. C'est les femmes qui sont dans l'association, Karine, c'est essentiellement ce cancer-là qu'elles ont subi. Oui. Alors, on n'est pas rigide, hein. On accueille tous les cancers. Si je peux faire une touche d'humour. Voilà. Mais oui, c'est essentiellement un cancer féminin. Et c'est vrai que du coup, c'est une association de femmes. Parce que c'est vrai que parler de ces difficultés liées à la femme et à la féminité, c'est plus facile d'en parler entre femmes. C'est vrai que, voilà. Donc, on ne rejette pas la présence des hommes. D'ailleurs, les guides sont souvent masculins quand ils nous accompagnent. Et souvent, ils voient qu'on a pas mal de choses à raconter. Et ils sont à la fois dans le respect et à la fois, ils voient bien que l'ambiance est très joviale. Et ils aiment bien se faire taquiner aussi voilà, sur... Comment vous les recrutez, ces femmes? Enfin, je ne sais pas si le mot recruter est le bon. Le prérequis. Oui, c'est ça. On essaye d'en parler dans les réseaux médicaux. En tout cas, je sais qu'il y a un relais qui est fait dans les espaces, dans les cliniques. Il y a aussi des prescribouches, des plateformes qui relaient les informations. On essaye d'afficher, mettre des affiches de nos sorties, de notre programme chez les kinés aussi, qui sont spécialisés dans la rééducation post-cancer. Voilà, on essaye un petit peu d'en parler. On a aussi un site internet, une page Facebook. Et puis, il y a aussi le bouche à oreille. Voilà. Puis il y a de plus en plus d'associations maintenant qui sont... comment dire, c'est pas des concurrences d'associations, c'est plein d'associations. Exactement. Donc l'idée, c'est de dire, moi je préfère faire ça, j'aime pas trop la montagne, mais je préfère faire... je sais pas, du pilates rose, il y a cette association-là, ou faire de la gym un peu tonique. Il y a aussi... donc on a plusieurs associations partenaires. On est tous partenaires de ça, parce que c'est vrai que c'est important. Je pense qu'il faut que chaque femme puisse trouver son compte après la maladie. Et il faut que ce soit du sport plaisir, surtout. On a vu le site de l'association qui s'affichait effectivement pour les femmes qui veulent se renseigner. C'est ouvert à toutes les femmes atteintes d'un cancer, mais pas forcément des montagnardes ou des sportives. Exactement. Il peut y avoir des femmes qui sont, qui ont fait de la montagne depuis des années, et qui sont chevronnées. Et il y a aussi des femmes qui n'ont jamais goûté à la montagne et qui, au contraire, découvrent avec plaisir. Et cette découverte... c'est pour tous les niveaux. Voilà. Les sorties, qu'on soit débutant ou chevronné, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes. Alors vous évoquez la couleur rose, parce qu'effectivement le rose, c'est la lutte contre le cancer du sein, et ce sera aussi la couleur du challenge de grimpe qu'organise Émilie. Ce sera le samedi 7 octobre. Alors c'est pas en montagne votre événement, c'est dans l'une des plus grandes salles d'escalade de France. C'est ça. Du coup, ça sera Espace Vertical qui a ouvert une nouvelle salle à Saint-Martin-d'Air en juin.
Donc, ils nous donnent l'accès à la toute dernière salle. Donc, c'est super de leur part. On les remercie beaucoup. Elle est impressionnante cette salle. On voit Oui. ce grand hall. Il ne faut pas être impressionné. Donc, c'est un peu un petit contest amical. Donc, c'est un challenge d'escalade. Voilà, qui se veut festif, qui est vraiment ouvert à tout le monde, qu'on vienne en famille, entre amis. L'idée, c'est de passer vraiment un bon moment pendant une soirée et de faire découvrir un peu l'escalade santé, qui est peu connue et qui est vraiment hyper indiquée pour le cancer du sein en particulier. Et du coup aussi de récolter un peu des fonds pour l'association pour créer des séances d'escalade. Donc, Quand on dit contest, ça veut dire compétition, ça veut dire que ça s'adresse déjà à des grimpeurs aguerris à ce genre d'événement? Non, du coup, on est obligé de parler de compétition parce que ça va être un jeu. Mais du coup, tout le monde peut venir, donc il faut savoir quand même grimper et assurer son partenaire. Ouais, c'est forcément. C'est mieux sinon. Ne venez pas. Et du coup, voilà, ce sera festif et déguisé. Donc on a prévu plein de prix pour récompenser ceux qui veulent vraiment gagner le challenge. Donc ça, c'est sûr. Mais aussi pour récompenser tout le monde, le prix du déguisement, des tirages au sort et tout ça. Donc si on est nul en grimpe ou pas très bon en grimpe, mais que finalement on a des talents en déguisement... Ah ouais, là, vous êtes sûr de gagner. On peut... c'est bien d'avoir comme ça plusieurs portes d'entrée. À partir de 12 ans, c'est ça? Même les plus jeunes peuvent venir participer Exactement. à l'événement. Quand ils sont accompagnés d'une personne majeure, c'est bon. Bon, pour le coup, je crois qu'Espace Vertical ouvre l'accès gratuitement à la salle pendant la soirée. Il n'y a que l'inscription finalement au contest qui va vous permettre de récolter des fonds pour l'association. Et il y aura une petite buvette pour se restaurer aussi qui permettra... tout l'argent récolté, en fait, ça va vers l'association. Alors on a vu sur les images qu'il y avait énormément de voies dans cette nouvelle salle d'escalade. Il y en a des nouvelles qui vont être créées spécialement aussi pour cet événement. Oui, et ça c'est encore un cadeau d'Espace Vertical. Faut savoir que ça prend un peu du temps de créer une nouvelle ligne d'escalade. Donc ils sont vraiment moteurs sur le projet. Ils ont émis l'idée d'ouvrir du coup des nouvelles voies roses, donc qui seront pas déjà grimpées par ceux qui ont l'habitude d'aller dans ces salles. Du coup, ce sera un petit peu nouveau et donc elles feront partie du contest à ce moment-là. Donc ça va donner envie aux grimpeurs qui ont l'habitude d'Espace Vertical de venir les essayer. Karine, vous qui pratiquez le sport depuis des années grâce à des sommets pour rebondir, vous montez quel type de voie, quel niveau? Les roses. Rose plus. Malheureusement, ça va de 5 à 9 dans l'escalade, on va dire. J'ai pas assez de temps pour tout faire, mais voilà, je grimpouille, on va dire. Voilà. Quand je suis en forme, du 6 rose. C'est bien. Alors, il y aura un parrain qui grimpe un peu plus haut que Karine dans la hiérarchie de difficulté des voies d'escalade. C'est Cédric Lachat, qui est une des figures mondiales de l'escalade professionnelle. Oui. Alors, du coup, il a accepté d'être le parrain de l'événement. Du coup, on l'accueille avec plaisir. En plus, il va animer la soirée, ça sera hyper drôle. Du coup, Cédric sera là déjà en tant qu'encadrant, parce que le contest, il est encadré par 5 professionnels bénévoles de l'escalade. Voilà, pour la sécurité, pour vraiment la gestion. Donc lui, il fera partie de cette partie-là, mais on va le lâcher un peu parce qu'on a des voies pour lui... pour qu'il grimpe et qu'il fasse un peu le spectacle. Donc, il sera là. Bon, c'est un bon choix, Cédric Lachat, comme parrain pour un événement porté par une association féminine, parce que c'est quelqu'un qui sait parler aux femmes. Regardez. Là, elle est entre le dernier speed et le relais. Si elle tombe, il y a 6 mètres entre le speed et le relais. Si elle tombe, elle s'éclate la gueule, quoi. Elle se prend 10 mètres en pendule. Je crois elle rappe partout et tout, tu vois. Ah, vraiment pas tomber. Et là, je te jure, elle doit se chier dessus. Moi, j'aimerais bien juste pour voir qu'elle tombe, juste pour voir ce que ça fait.
transport. Il parle de son ancienne campagne, hein, il dit qu'après, ce qu'il est en train d'assurer. Bon, c'est un personnage qu'il faut prendre au second degré minimum. C'est Cédric Lachat, donc je ne suis pas sûr qu'il lui souhaitait vraiment du mal. Ça, c'était pour le petit clin d'œil, puisqu'on parle de films de montagne, des sommets pour rebondir. On avait produit un il y a quelques années, justement, sur l'ascension du Mont Rose, les images qu'on a vues en début d'émission. Vous aviez participé, Karine, à cette expédition à haute altitude. Oui. Quels souvenirs vous en gardez? Waouh, c'était un très très beau souvenir. C'est un des plus beaux souvenirs, je pense, que j'ai eu d'ascension en haute altitude. Déjà humaine. C'est vrai qu'avec les 8 femmes avec qui j'ai été encordée, ça a été un moment assez magique. Ouais, très très fort, parce que justement c'était une ascension, c'était vraiment solidaire. C'était pas pour l'exploit de monter à 4000, même si c'était un exploit en soi pour nous, parce que on était quand même pas très loin des traitements et ça nous a donné vraiment beaucoup de force pour la suite. Mais c'est vrai que c'était vraiment très très émouvant, oui. Et de revoir les images, là, c'est ouais. Merci. Pour vous émouvoir encore plus, puisque ce film avait déjà été diffusé sur Télé Grenoble à l'époque, mais on a prévu de le diffuser le lendemain du contest, pas de concurrence, le dimanche soir à 21h. On a chaque dimanche une soirée montagne à partir de 21h. Donc là, on reprogrammera ce film sur le Mont Rose, qui est le 2e sommet des Alpes, le plus haut d'Italie, il doit être à 4600, le plus haut de Suisse, pardon, à 4600 et quelques mètres d'altitude. La pyramide Vincent, c'est 4215. Donc vous nous avez fait gagner 400 mètres déjà. Mais il y a plusieurs sommets. Oui, c'est ça. Il y en a 11 ou 13. Je crois que le plus haut culmine à 4006, mais déjà au-dessus de 4000, c'est une belle expérience. Julia, vous pratiquez l'alpinisme, l'escalade? Je vais vous décevoir, mais pas du tout. Ah, mais ça ne me déçoit pas, moi. Tout le monde peut pratiquer ce qu'il veut en termes d'activité. Vous avez une autre forme d'art qu'on va d'ailleurs découvrir dans quelques instants. Julia H, artiste peintre grenobloise, qui utilise une technique inédite pour réaliser des œuvres d'art basées à base d'écailles de poisson. Je crois qu'il faut remonter à votre enfance pour comprendre le lien particulier que vous avez avec ces écailles de poisson. Tout à fait. Alors oui, c'est vrai, je suis grenobloise de cœur. Ça fait une vingtaine d'années que j'y suis. Alors, dès qu'on a passé 2 ans à Grenoble, on devient grenoblois. C'est parfait. Je suis complètement intégrée. Du coup, je suis née en Martinique. Et quand j'étais, j'habitais un petit coin de paradis qu'on appelle Pointe-la-Rose. Et dans mon enfance, j'aimais beaucoup pêcher avec mon grand-père. Et j'étais fascinée par les poissons qu'il ramenait de la pêche. Et ces poissons, les écailles des poissons me subjuguaient. J'étais émerveillée lorsqu'il les mettait dans la cale du bateau et que les poissons bougeaient encore et que la lumière du soleil se mettait sur les écailles. Et pour moi, c'était de l'ordre de la magie. Donc j'ai passé des années à essayer de chercher. Ce sont ces écailles qui ont donné naissance à mon identité d'artiste, si vous voulez. Du coup, j'ai passé énormément de temps à essayer de reproduire ces écailles. Donc j'ai testé plein de choses, ça marchait pas, ça a pris des années. Et c'est en 2017, lors de mon voyage, je suis partie aux États-Unis pendant une année sabbatique avec ma famille. Et c'était fin août. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà 2 propositions d'exposition là-bas. Alors, handball, combat, il fallait tout racheter. Je n'avais vraiment rien. Et je me disais, mais comment je vais faire? Donc, je me rappelle encore, dans mon garage, commençais à avoir un peu froid. Et avec tout mon matériel, et grosse catastrophe. Et là, il s'était passé quelque chose d'incroyable. J'avais enfin trouvé la matière qui ressemblait à ces écailles de poisson de mon enfance. Et là, vous vous êtes dit, je peux me lancer. Je peux me lancer. Ça y est, j'ai moins d'1 mois pour faire des œuvres et on va y aller. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin, dans mon garage. Et ça a été la plus grande découverte parce que c'était une obsession de plusieurs années, ces fameuses écailles de poisson qui forcément sont en lien avec mon enfance et notamment mon grand-père. Alors on va voir que le processus se divise en 3 temps. La première phase, c'est de créer un peu le support. On vous voit là en train de peindre sur quel type de matière ?
Alors, c'est un condensé de matière. Je vais pas... Il y a énormément de choses. Donc, en fait, je vais utiliser des matériaux. Je vais tester. Je vais jouer sur l'épaisseur de ce fameux matériel. Donc, une fois que j'ai inséré mes couleurs, j'ai travaillé mes couleurs. Donc, ici, j'utilise beaucoup un morceau de bois qui est déjà bien taché de couleurs. Et ça, j'aime bien. Donc, j'utilise ma pâte que je vais étaler avec ça, ou ça, ou ça. Ensuite, j'obtiens une espèce de feuille plus ou moins grande, entre 2 mètres et 1 mètre de long, complètement étalée au sol, et ça doit avoir un temps de séchage de 3 jours environ. Après ces 3 jours, j'ai une grande pâte que je vais ensuite venir découper pour que ce soit plus pratique à la découpe. Et une fois que j'ai mes feuilles, c'est des heures et des heures de découpage. Alors, on me dit souvent, mais pourquoi je ne sais pas, pourquoi tu fais ça à la main, un à un? Oui, parce que chaque rond est unique. Et chaque rond est unique, et c'est ça qui me plaît, en fait. Chaque écaille, finalement, a une forme, celle que vous lui donnez quand vous découpez. Mais on vous voit là, à l'œuvre dans votre atelier, effectivement... écaille par écaille, ça doit prendre un petit peu de temps. Ça prend du temps, oui. Je suis quelqu'un de très patient et en fait, c'est presque une activité méditative, en fait. Donc, je suis happée par ce que je fais. Bon, je vous avouerai qu'à la fin, j'ai quand même des crampes. J'ai le ciseau qui reste coincé et je me dis, bon là, il faudrait peut-être arrêter et passer à autre chose. Là vous nous avez amené un petit échantillon de la matière de base que vous allez découper. Enfin, comme ça, au toucher, on dirait une forme de plastique un peu. On dirait que c'est une forme de plastique, oui. Vous les touchez Alors du coup, celle-ci, elle est plus ou moins fine. Ça dépend Alors maintenant, j'ai réussi à trouver la technique pour varier les épaisseurs et la texture de la matière en fonction de ce que je veux exprimer. Donc, ça peut être plus ou moins dur, plus ou moins malléable, fin ou plus épais. Alors là, vous nous avez des centaines et des centaines d'écailles. Alors c'est vrai que comme ça, au premier coup d'œil... C'est assez insolite de retrouver ces petites formes colorées qui sont effectivement toutes différentes les unes des autres. Comment vous faites ensuite pour les assembler et faire en sorte que ça ressemble à quelque chose? Alors du coup, c'est vrai que tout part soit de mon imagination, on va dire. Donc quand je commence, je prends un petit rond. J'ai un support, ça peut être, je ne sais plus où je l'ai mis, mais un bout de papier. Et ensuite, je les assemble. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la longue, j'ai fini par avoir, donc des fois je me retrouve avec des monticules et des monticules de ronds devant moi et mon œil arrive à capter, à choisir celui qui va se marier avec les nuances. Alors vous voyez assembler des nuances de bleu par exemple, vous arrivez à donner une teinte à une partie de votre tableau comme ça. Voilà, tout à fait. C'est en sélectionnant, je sélectionne ce qui va se marier le mieux avec chaque bille pour créer du lien. Et en fait, cette technique, je me suis beaucoup inspirée des pointillistes que j'aimais beaucoup, le pointilliste, c'est la technique qui consiste à mettre des points un à un, et au final, ces points, ils créent une image. Et du coup, c'est pas du pointillisme, mais c'est du pointillisme revisité, en fait. À la sauce écaille. Voilà, à la sauce écaille, tout à fait. Un tableau comme ce que vous avez amené, il y a combien d'heures de travail pour arriver à ce résultat? Des semaines de travail. Pour vous donner juste une idée, donc il y a la conception, donc 3 jours, la création, à peu près 1 heure de travail, 3 jours de séchage, minimum. Et ensuite, il y a le collage. Donc par exemple, pour ce tableau, c'est environ 1 heure pour une ligne. Ah oui. En fonction de la taille, ça varie. Mais c'est environ 1 heure pour coller ça. Bon, je n'ai pas compté le nombre de lignes, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc j'imagine que vous y avez passé énormément de temps. Mais en tout cas, le résultat est surprenant, insolite, inédit un peu cette technique. Je ne sais pas s'il y a d'autres artistes qui cherchent à avoir le même type de travail que le vôtre. Eh bien, pas que je sache, mais en maintenant tout cas, que c'est passé à la télé, ça va peut-être donner des envies. Oui. Bon, en tout cas, c'était original pour quelqu'un qui vit aujourd'hui au milieu des montagnes de peindre comme ça avec des écailles de poisson, même si elles sont fictives. Vous les goûtez mais ça donne presque envie de croquer dedans. Pour exposer vos œuvres, quand on est
un artiste, jeune artiste. Je crois que ça fait 1 an ou 2 où vous êtes lancé vraiment en tant que professionnel. Ça fait 1 an tout juste que je me suis lancée en tant que professionnelle. Alors, je peins depuis toujours, on va dire, et je me suis enfin lancée à vivre de ma passion, la peinture, parce que j'y tenais. Voilà, je pense qu'il y a un moment où on a vraiment envie de se poser la question, est-ce que je me laisse une chance de vivre de ma passion? Oui. Et bien, c'était le moment. Et je crois que le confinement a beaucoup aidé à dire, la Covid a réflexion. servi à beaucoup de gens à se pencher un peu sur le sens de leur vie. Et alors, pour vous faire connaître, il y a les galeries classiques, mais vous avez eu l'idée aussi, vous, de créer un musée virtuel. Tout à fait. Avec vos œuvres. Voilà, donc le musée virtuel, j'en ai eu l'idée au moment du confinement. C'est là où tout se bousculait dans ma tête. Et effectivement, toutes les galeries d'art avaient cette problématique à ce moment-là. Ils se posaient la question de comment rendre visibles les tableaux qu'ils devaient exposer. Et en tant qu'artiste, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc c'est vrai que c'était pas commun à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas énormément d'artistes, parce que c'est un coût aussi d'avoir une galerie virtuelle. Mais j'y tenais beaucoup. On la voit là, cette galerie virtuelle. On est comme dans un musée avec des salles, avec des œuvres. On peut cliquer sur les œuvres pour avoir un peu plus d'infos ou les voir en gros plan. Alors, ce sont toutes vos œuvres, mais vous avez prévu certaines salles qui sont encore vierges pour héberger d'autres artistes. Tout à fait. Donc, cette galerie virtuelle comporte 3 salles. La première, où vous voyez mes œuvres personnelles. La deuxième salle, elle est réservée à mes clients qui ont désiré faire une œuvre sur mesure. Donc, pour des clients particuliers, je fais des œuvres sur mesure et je leur dédie cet espace-là dans la galerie pour les mettre en avant, ces clients. Et la troisième salle, je souhaite la réserver à terme à des artistes comme moi, grenoblois, locaux ou d'ailleurs, qui voudraient bien montrer leur travail sur la galerie, parce que je trouve que c'est important aussi en tant qu'artiste d'être avec ce milieu, d'avoir ce contact avec d'autres artistes et de rayonner ensemble, si je puis dire. Et bien voilà, s'il y a des artistes grenoblois qui nous écoutent, ils ont une nouvelle fenêtre pour présenter leurs œuvres. Il y a un site internet qui regroupe vos travaux et puis cette galerie, c'est Julia, voilà, il s'affiche Julia H-Art. Et puis je précise qu'il n'y a pas que du virtuel dans vos expositions, vous en aurez une en vrai où on pourra peut-être toucher, je ne sais pas si on peut toucher les tableaux, en tout cas c'est tentant quand on les voit, ce sera au mois de novembre. Ce sera au mois de novembre, du 6 au 30 novembre, au Centre socioculturel de Vars. Très bien. Et on a le droit, les gens doivent être tentés de toucher quand je les incite à toucher, en fait. Vous savez, ça fait partie de ça fait partie de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est marrant, non. C'est l'expérience personnelle que les gens viennent, quand ils viennent chez moi, quand ils arrivent, en fait, donc, certaines de mes œuvres sont exposées chez moi, bien évidemment. Et du coup, les nouveaux arrivants, quand ils viennent, ils sont systématiquement attirés par les œuvres d'art. Donc, au début, c'était assez perturbant parce que les gens, ils ne s'asseyaient pas directement et ils se retrouvaient à faire le tour de mon appartement en fonction de... Donc, il fallait les inviter 2 heures avant pour pouvoir discuter avec eux à l'apéro. Et on se retrouvait une demi-heure après. Donc, en fait, quand on vient chez moi, c'est comme un musée. Je me retrouvais à faire, à présenter les œuvres et c'était assez marrant. Et mes enfants, ils en avaient quand même un peu marre parce qu'ils me disaient, l'apéro, à cause de toi, ça prend toujours 10 000 ans. Donc maintenant, ils ont la galerie virtuelle et ils peuvent venir pour discuter. Merci, Julia. Donc 6 au 30 novembre, donc, au Centre culturel de Vars, pour découvrir vos œuvres en grandeur nature. On passe à la dernière partie de l'émission, les bons plans de nos invités. Allez, on commence avec Julie, qui, au hasard, va nous donner un bon plan. Escalade, non ? Oui, alors, un bon plan qui est orienté un peu pour les grimpeurs et ceux qui veulent augmenter un peu leur autonomie et tout ça. Du coup, moi, je suis en cours de fin de formation donc au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et du coup, il faut savoir que tous les CREPS qui forment des futurs moniteurs, enfin des éducateurs sportifs, en fait, ont besoin de public pour venir un peu des cobayes, en fait, qu'on va prendre en charge. Donc, ça peut être
moniteurs de canyon, d'escalade. Qui vont jouer les clients, les futurs voilà, clients. c'est ça. Et du coup, ça, c'est un peu le bon plan parce que justement, c'est des stages, en fait, au final d'une semaine ou des fois juste une journée. Et c'est quasiment gratuit, en fait, pour les gens qui veulent participer. Bon, il y a juste le transport et l'hébergement aux frais, mais du coup, on a vraiment un stage d'escalade ou de canyon quasiment gratuit. Donc, on fait souvent payer une petite somme symbolique. Enfin, les crêpes sont payées une somme symbolique. Et du coup, après, on est encadré comme des gens comme Cédric Lachat qui passent leur par des vrais mentorat. professionnels qui coûteraient beaucoup plus cher si on allait les voir en direct, mais là c'est dans le cadre d'une formation et donc effectivement c'est un bon plan. Moi je ne connaissais pas et j'ai vu que le dernier stage par exemple a eu lieu en Corse début septembre, c'était 50 € pour toute une semaine d'encadrement par des professionnels en grande voie, donc avis aux amateurs. Il y a un site moniteurescalade.fr qui permet de retrouver ce type d'infos. Je vous ai appelé Julie, mais c'est Émilie, c'est pour ça que c'est pas grave. il y a un moment de flottement. Mais... Bon, Julia, je ne me trompe pas. Vous vouliez nous parler d'un endroit dédié à la relaxation. Oui, alors j'aime beaucoup en fait. Et quand vous m'avez demandé de sélectionner un endroit qui me plaisait à cœur, c'était pile poil le moment parce que c'est le Hammam Café. À Grenoble. À Grenoble. En fait, c'est une habitude que j'ai avec ma fille quand elle revient, qui vit aux États-Unis. Donc, quand elle revient à Grenoble, on se fait un petit moment mère-fille et c'est juste génial parce que c'est pour l'ambiance, c'est très convivial. C'est censé être tranquille au niveau du bruit, mais il y a toujours un peu de bruit. Et ça, c'est rigolo. Et c'est toujours, il y a quand même des échanges dans cet endroit qui est censé être tranquille. Et c'est ce qui me plaît au Hammam Café. Alors, il y a même des échanges et des massages. Et des massages, oui. Et on se fait du bien, il y a le thé à la fin. Alors là, c'est... Il y a un petit point commun avec des sommets pour rebondir, c'est que c'est interdit aux hommes. Il y a une soirée, je crois, par semaine. Une soirée dédiée aux hommes. Voilà. Oui. Le jeudi, il ne faut pas rater la fenêtre, sinon le reste du temps, c'est entre femmes. Mais c'est effectivement un endroit à découvrir si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de prendre du bon temps. C'est 6 rue Colbert à Grenoble. C'est une vingtaine d'euros, je crois, l'entrée pour une session de 2 heures. Karine, vous aussi, votre coup de cœur, un rapport avec l'eau, mais dans un environnement un peu moins relaxant que celui qu'a décrit Julia. C'est le film On a marché sur la Terre, qui a été réalisé par Sous la Terre. Sous la Terre. Pas sur la Terre, évidemment. Sinon, le jeu de mots ne marche pas. On a marché sous la Terre de Alexandre Lopez. Voilà, je pense que c'est un film. J'ai pas eu l'occasion de le voir en entier. J'ai quelques images issues de la bande-annonce qui montrent un peu l'ambiance. Là, on est effectivement dans un environnement spéléo humide. Voilà, c'est ça. Alexandre Lopez, c'est lui qui avait fait le documentaire sur notre ascension au Mont Rose. Donc voilà, c'est aussi pour faire parler de ce film. Et puis, il y a aussi Cédric qui sera le parrain de l'événement Grimpe Rose. Donc voilà, pour la boucle est bouclée. Voilà. Donc je pense que ce sera un très très beau film de spéléo. Je sais qu'il tourne dans les festivals. Voilà, donc bon. On a le temps juste de passer un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance de ce bon plan de Karine qui effectivement devrait normalement peut-être pour les habitués des rencontres ciné-montagne de Grenoble être l'un des films sélectionnés cette année. C'est pas encore officiel, donc on reste au conditionnel, mais voilà ce qui peut vous attendre. C'est possible, géologiquement c'est possible quoi. Ça reste ultra, extrêmement engagé. Moi, je dis toujours d'aller à moins 900 dans un truc comme ça, c'est comme aller à 8000. Un secours est peut-être possible, mais il semble inconcevable. Donc plein de gens vont à 8000, plein de gens vont à moins 900. Mais il faut contrôler tout ce qu'on fait. Putain, ils m'ont plus rien pour que je passe. C'est ballot. C'est limite de ressortir là. Ouais, mais ça sera peut-être encore limite demain, quoi. Toute recherche de développer ce réseau me paraît fabuleusement intéressant. Génial, génial. Pourquoi cette ardeur à explorer les cavernes? À quoi riment ces sacrifices? Pourquoi en effet supporter tant de peine? Allez, on y va! Mais je te promets, Cédric, sur la vie de moi.
Voilà, on a marché sous la terre d'Alexandre Lopez avec Cédric Lachac, aussi très bon spéléologue qu'il l'est en escalade, et s'est tourné tout près de chez nous, dans le gouffre berger, sur le massif du Vercors. Et voilà, ils partent en exploration pour essayer de trouver des connexions entre ces gouffres mythiques qui font les belles heures des spéléologues. Merci à toutes les trois d'être venues sur cette émission. Bonne continuation dans vos œuvres d'art respectives. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une autre émission. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.